Bienvenue. La question peut paraître provocante, mais la question mérite d'être posée. Y a-t-il encore d'élite en République démocratique du Congo? La réflexion a-t-elle déménagé de la RDC? Peut-on aujourd'hui faire confiance à ces diplômés depuis 1960, 63 ans aujourd'hui? Pourquoi il y a absence de réflexion? Pourquoi il y a absence de perspective et d'analyse? Au vu des événements, il faut bien se poser cette question et surtout interroger ceux qui pensent, qui peuvent réfléchir pour beaucoup, parce que les masses n'ont pas d'âme. Aujourd'hui, nous allons recevoir Gustave Womba, qui est coordonnateur du think tank Café des élites. Avec cette question, je signale par ailleurs, vous êtes consultant juridique, manager à la CENI il n'y a pas longtemps, vous êtes cadre de l'UNC, de Vital Kamerhe, mais ici vous êtes d'abord un intellectuel avec lequel nous allons essayer de parler autour de ces cafés d'élite qui est un cadre de réflexion sur l'avenir de la nation congolaise. Bienvenue d'abord. Merci. Est-ce que en République démocratique du Congo, peut-on répondre à cette question qui a été posée en 1960? Était-il précoce de donner l'indépendance lorsqu'il y avait ce qu'on appelait l'impréparation des cadres? 63 ans après, aujourd'hui, y a-t-il encore des gens qui puissent réfléchir dans ce pays? Monsieur Jean-Marie, je tiens d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous nous accordez ce soir en vue de réfléchir sur l'avenir de la nation. C'est même l'une des raisons qui nous ont poussés à pouvoir créer ces cadres de réflexion que nous avons dénommés le Café d'élite. Le Café d'élite, ce n'est pas un parti politique. C'est juste un cadre de réflexion où toutes les idées sont filtrées parce que nous sommes partis d'un principe selon lequel, dans tous les pays des hommes normaux, les grandes décisions, les perspectives du pays, de l'avenir du pays, se préparent dans un think tank où on réfléchit sur toutes les questions majeures de l'avenir d'une nation et qui influencent même les décisions des politiques en vue de mener la marche du pays sans pour autant commettre des erreurs. L'État ne se gère pas par essai-erreur. 1960, je reviens à votre question. 1960, le Congo est indépendant. Je l'ai toujours dit, une indépendance précoce. Parce que en 1885, lors de la conférence de Berlin, le sort du Congo était scellé. Le Congo, c'était une réserve d'influence des puissances qui sont identifiées, qui sont connues de tous. On confie la responsabilité du Congo à la Belgique, au roi belge, à la Belgique. Mais il s'est fait que quand on fait l'analyse comparative de ce que les colonies françaises ont connu et ce qu'a connu le Congo, qui était l'unique colonie belge, vous allez vous rendre compte que au Fort-Bagny, il était déjà, ou il siégeait déjà au Parlement français. Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, il siégeait déjà au Parlement français. Ils avaient déjà la culture de la vie politique et de la gestion de la cité. Pendant ces temps, les années 60, chez les anglo-saxons, je voulais dire, il y avait déjà les Nkrumah qui étaient déjà dans les grands niveaux. La conférence d'Accra a fait qu'au nom de la solidarité africaine, les Lumumba et consorts se sont précipités sans avoir été préparés. Le Belge a formé le Congo au niveau du COMI. Jusqu'aux années 60, on n'avait pas encore d'universitaires congolais.
Le panafricanisme a amené les courants qui a fait que le Congolais s'accroche dans la précipitation, dans l'impréparation. Le Belge se retrouve pied à pied levé pour la vague des indépendances. Conséquence, on nous lègue à un pays avec des Primériens. Mais des Primériens avec un niveau. Les uns, comme Lumumba, avec un esprit de fougue de sa jeunesse, sans expérience, discours politicien idéaliste, sans pour autant comprendre les conséquences de l'histoire de l'origine du Congo. Kassavubu, venant de l'église, séminariste, n'ayant jamais gouverné, se retrouve à la tête de la nation. Parce qu'il était dit, quand on aura fait partir le blanc, vous vivrez comme le blanc. Parce que Kalina, où nous avons grandi depuis de longues années, n'était pas réservé à tous ceux qui vivaient dans la périphérie, Bandalungwa, Lemba. Kalina s'était réservé aux évolués. Nous sommes aux années 60, le Congo est remis entre les mains des gens qui devaient apprendre l'État, la gestion de la cité. D'accord. La conséquence, oui, oui. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de modèle. Et le pays est là où il est. Gustave, pardon, Omba. Jusque quand cette excuse? Jusque quand les Congolais vont justifier leur turpitude, l'échec patent de ces décollages par la faute belge? Parce que, vous l'avez si rappelé, les pays de la zone franc ou de l'influence française étaient dans la simulation. Nous, avec Rwanda Rundi, on était dans ce paternalisme un peu, comme tu dirais, d'accompagnement, parce qu'on était dans un pays d'extraction des richesses, avec des routes d'évacuation. Moi, je repose cette question. C'est trop facile. Vraiment facile, 63 ans après, que sur le plan de la gouvernance, échec, sur le plan de la réflexion de reconstruire ce que les Belges n'ont pas pu faire aboutir parce qu'ils nous ont laissé au niveau des infrastructures primaires, et surtout sur le plan de la construction de l'État-nation, que les Congolais excusent leur échec par la faute des Belges. On l'a vu lorsqu'on nous a remis les restes de Lumumba, on était dans ces discours de jérémiades à chaque fois. Je vous repose la question. En tant qu'élite, parce que vous avez votre café d'élite, think tank sur réflexion sur l'avenir de cette nation. Pourquoi cette excuse? Pourquoi vous vous excusez d'avoir échoué? Je voulais, à l'entrée des Jeux, faire un rappel historique. Et à ma conclusion, je le dis clairement. L'impréparation. Je vais vous donner une illustration, M. Jamari. Est-ce que la Corée était dans l'impréparation? S'il vous plaît. Je vais arriver à ça. Dites-moi, vous allez construire un immeuble de 63 étages. C'est l'âge du Congo. Et à peine que vous avez commencé à préparer le terrain, il y a des ingénieurs autochtones qui disent « Nous allons construire cet immeuble-là à 63 étages. » Le fossé pour faire la fondation avec des caves au sous-sol, ils les font à la va-vite, sans maturité, sans mettre en place le béton qu'il faut, l'armature qu'il faut. La conséquence, c'est ce que vous dites, la déliquescence de l'État. L'État ne sera jamais mature. Effectivement, nous vivons une maturité.
Cette immaturité est liée à cette histoire de l'impréparation parce que nous sommes allés vite en besogne. De Kasavubu à Mobutu. Mobutu a été ce qu'il était parce qu'il s'est retrouvé au moment où il y avait une zone d'influence des conflits de la guerre froide. Ça lui a amené à être géré comme un robot à gauche, fait comme ça à droite. Les Américains, ils ont créé Kitona, ils ont créé Kamina, parce qu'ils devaient empêcher à ce que l'influence russe de l'URSS, du communisme, puisse entrer au cœur de cette zone qui était considérée comme étant une zone d'intérêt de tout le monde. Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il était tout ce qu'il était. Il avait un esprit nationaliste. Mais maintenant, la vision des années 60, il s'est cassé la gueule. Joseph Kabila, sénateur à vie, est arrivé, jeune. Tout le monde a douté de ses capacités. Mais avec une capacité d'écoute. Il nous a ramenés dans un pays qui était divisé, à le mettre ensemble jusqu'à son départ. Son premier mandat, il est accompagné par le SIAT. J'étais déjà député en 2003. J'étais au cœur de sa gestion. J'ai vu ce qui a été l'accompagnement de la communauté internationale, le paternalisme. C'était une étape d'apprentissage. 2006, je suis élu encore au Parlement. Je lui dis, nous devons prendre les choses en main. Prise en otage. Nous avons créé le courant rénovateur, vous m'avez reçu, j'ai parlé de ça. Pourquoi à cette époque, déjà, nous étions dans cette vision révolutionnaire parce que nous voyions déjà l'avenir. Je me rappelle un jour lui avoir dit, Monsieur le Président, c'est quand vous aurez besoin de vivre que vous serez en conflit avec votre génération. Vous connaissez sa réponse? Gustave Soubiri. Mais il a dit quelque chose, les gens ont peur de toi. Je dis, parce que je suis jaloux de notre génération. J'aimerais vous voir réussir. Moi, j'ai été là, battre campagne à son nom en 2006, au deuxième tour. Mais en 2008, je lui ai dit, il ne faut plus compter sur moi. Mais tous ceux qui l'ont accompagné, durant tout ce temps de 18 ans de règne, où sont-ils aujourd'hui? Pourquoi se sont-ils comportés ainsi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Où sont-ils? Je vous laisse poursuivre. Où sont-ils aujourd'hui? Je considère que cette absence de culture, de constance, est liée à cet héritage d'un vide qui est né de la naissance du Congo comme État indépendant, avec une souveraineté nationale. Il n'y a pas eu de politique préparée pour un Congo de l'avenir. La nation congolaise, après qu'on ait compris cette réalité, nous nous sommes dit, nous devons créer un cadre de réflexion. Ce n'est pas né d'aujourd'hui. Ça ruminait en nous. C'est pourquoi nous avions créé avec Fabrice Pouela, Jacques Chech, salut en passant, le courant rénovateur au Parlement. C'est par nous, mais nous étions trop jeunes. Mais parce que nous avions vu ce qui arriverait, les autres, comme ils étaient opportunistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le chef de l'État en otage. Un jour, on est à Kingakati, que l'âme de Koyagia le repose en paix. On a été avec lui à l'AMP à l'époque, j'étais cofondateur. Je lui dis, Monsieur le Président, monsieur le secrétaire exécutif, qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? Vous savez sa réponse? Jeunes gens, on vous a laissé ce pays. Le président, il est jeune comme vous. Nous, on lui donne tout ce qu'il peut. Mais s'il ne veut pas l'appliquer, à qui la faute? Alors, on se retrouve à Kingakati. Moi, je demande la parole pour que je dise au chef de l'État, Monsieur le Président. En même temps, ces gens nous disent que jeunes gens, on vous a laissé ces pays, regarde là où vous l'amenez. Ils se moquent de qui? Nous, on est jaloux de notre génération. Est-ce que nous appartenons encore à cette génération? Je crois que le temps qui est devant nous reste plus court. Que devons-nous faire? Que pouvons-nous léguer à cette nation si ce n'est pas des réflexions qui projettent le Congo 2030, 2050? Parce que là, je n'en vois pas. On vit les jours. Alors, réfléchissons. Réfléchissons. Qu'est-ce qui manque à l'homme congolais? Question numéro 1. Est-ce l'amour de son pays? 2.
la perspective de construire une nation. Ou 3, le modèle. Ma réponse va partir d'abord du modèle. Le Congo n'a pas de modèle. Jean-Marie, vous êtes un homme très moderne. La modernité que je fais allusion, ce n'est pas parce que Jean-Marie est bling-bling. Tout ce que vous trouvez chez lui brille. Non. La modernité, c'est le fait que vous ayez... Mon père me disait, Gustave, quand tu sillonnes le monde, c'est une autre manière d'apprendre. Mais toutes ces missions que nous avons réalisées à l'étranger, toutes ces visites officielles que nous avons eues partout dans le monde, ça ne nous a pas inspiré pour que nous, politiques, nous puissions nous comporter comme des mercenaires dans notre propre maison. Par là, je veux dire, les dirigeants congolais n'ont pas de modèle. Parce que le modèle d'hier, c'est un modèle sans modèle. Et le modèle de sans modèle, dit l'autre fois, c'était un modèle sans modèle parce qu'on ne nous a pas mis dans ce cuve de savoir, comme nous l'avons évoqué dans notre préambule au niveau du Café d'élite. Le cuve de savoir, c'est là où nous filtrons pour que nous puissions prendre l'essentiel. Le Congo manque, l'homme politique congolais ou le modèle de Congolais manque de référence, premier élément. Mais parce qu'il n'y a pas de modèle, le gocentrisme, moi, je suis mercenaire, j'ai besoin de faire pour moi. Ce n'est pas né aujourd'hui. C'est né de Mobutu, qui, après l'indépendance, a bradé l'ensemble des patrimoines qui faisaient la fierté que le Congo avait par rapport à tout ce qu'il produisait. La zaïranisation. Il a tout pris, il a confié à des égoïstes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Y a-t-il encore de vestiges de la zaïranisation? Ou d'un père qui a laissé à son fils un patrimoine qui a été mal acquis par attribution, qui pérennise et qui fait tourner encore les industries au Congo? De l'Équateur à la province orientale, du Maniema au Katanga, de Haut-Ouélé au Bas-Ouélé, de Mayombe dans le Tchela et Lukula, plus rien. Dites-moi, est-ce que cet homme congolais-là, il a l'amour de sa nation? Il a l'amour du Congo? Non. Mais ça s'est pérennisé. Dites-moi, aujourd'hui on parle des millions. Oui. Cite-moi les noms des politiques parce qu'ils n'ont pas ce que la plupart de ceux qui peuvent se prévaloir être riches. Mon père était riche, il m'a laissé une plantation, je l'ai fait tourner et je garde les millions que mon père m'avait laissés, mon fils les trouvera. Tous sont venus sans babou, avec des babouches. Ils sont millionnaires. Justifier l'origine de leurs immeubles qu'ils construisent dans la ville, ils les ont eus quand ils sont entrés en fonction. Cet argent vient d'où? Du trésor public. Quelle est la suite? Il n'y a pas de sanction. La sanction élève la nation. Le modèle, il n'y en a pas. Dites-moi, manque d'intelligence? Je ne pense pas. C'est le manque de volonté. Parce que avoir une intelligence positive t'amène à réfléchir comme une élite. Avoir une intelligence négative, on réfléchit au bout de son nez. Et il s'est fait malheureusement 80% de ceux qui nous dirigent, ils sont dans cette inconscience-là. 80% de nous qui dirigeons, nous sommes dans cette réalité. Je veux pour moi. Pas d'idéal, pas de projection. On veut faire seulement pour qu'on nous parle de nous aujourd'hui. Mais pourquoi on ne doit pas parler de vous demain et qu'on soit inscrit dans l'histoire positive, comme c'est le cas de Léopold Sédar Senghor au Sénégal, comme c'est le cas dans d'autres nations où on parle des Nkrumah, de Mandela, de Houphouët-Boigny. Pourquoi ne pouvons-nous pas au Congo nous dire voici ce que l'autre a fait pour nous? Alors, je félicite ici Mozart Laurent Désiré Kabila qui nous a appris une seule chose.
ne faut jamais trahir le Congo. Le peu de temps de son passage à la tête de cette nation, il nous a légué un esprit d'aimer cette nation et de ne pas les trahir. C'est ça son chantier. Et ça s'est arrêté là. Qu'est-ce qui justifie cette culture des boucs émissaires? Le diable, c'est l'autre. Le diable, c'est le blanc. Le responsable de notre sous-développement, c'est la sous-région. Aujourd'hui, c'est Kagame qui est, on va dire, le diable numéro 1. Mais on a vu quand Macron était de passage ici, il y a quelques jours. On l'a pointé, on lui a dit, oui, vous êtes paternaliste et c'est vous qui êtes à la base de tout ce qui nous arrive. Que pense l'élite de cette culture des jérémiades? À chaque fois, au lieu de régler nos problèmes, on trouve, comme disait Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est l'autre. C'est les autres. Je vais vous dire une chose, Jean-Marie. Avant l'arrivée du président français, j'ai fait un tweet. Et ce tweet, je dis quelque chose de très subtil. Si la déstabilisation du Congo a comme origine l'implication de la communauté internationale et la France en particulier, quelle est la part du Congo dans la déstabilisation, dans sa propre déstabilisation à l'est de la République? Quelques personnes insensées n'ont pas compris le sens. Mais après, quelqu'un me dit, mais Gustave, pourquoi tu as fait ça sur ton statut? J'ai posé cette question parce que je savais qu'il allait se passer quelque chose. Je ne suis pas partisan de ceux qui pensent que le malheur du Congo, c'est les autres. Je suis plutôt ceux qui peuvent dire, est-ce qu'il nous est déjà arrivé, nous, Congolais, de nous mettre devant la glace, le miroir, nous regarder et nous dire d'où sommes-nous venus, où sommes-nous, qu'est-ce que nous voulons faire de cette nation? Est-ce qu'il nous est déjà arrivé, nous, en politique congolais, de nous dire, est-ce que je suis en politique pour que je roule carrosse, pour que je me construise de belles villas? Mon père m'avait appris, mon père fut un homme politique, il me disait que Gustave, la politique, c'est l'apostolat. Si je n'avais pas ces principes, je crois que je serais également bourré d'argent, comme beaucoup de gens en ont ramassé ici, parce que j'ai l'intelligence qu'il faut pour que l'argent vienne vers moi par mes idées. Je refusais, vous êtes mieux placé pour vous dire comment j'ai été courtisé. Affirmatif. J'étais courtisé par le régime passé. Je me suis positionné pour dire non, il faut qu'il y ait l'équité. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est le fait que nous n'arrivons pas à nous regarder nous-mêmes en tant que peuple, en tant que nation, en tant que dirigeants, pour dire quelle est notre part des responsabilités pour que la pression du monde soit sur nous. Vous savez, on était au Parlement en 2006, quand le président Sarkozy est arrivé ici. Avant son arrivée, il a lâché quelque chose de Paris. Même technique, avec Macron. Le Congo, ses ressources doivent servir à tout le monde. Il est venu au Parlement, avant de venir, les gens ont parlé, même je me rappelle encore, je garde de bons souvenirs de votre télévision, vous en avez fait beaucoup d'éléments là-dessus. Il est arrivé au Parlement congolais, où j'étais dedans, il a dit des choses, il a répété la même chose, les mêmes parlementaires ont applaudi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'élite devait se dire, ces gens ils sont puissants, c'est eux qui décident du sort du monde. Regardons-nous. Qu'est-ce qui empêche que ces gens viennent vers nous pour préparer ces deals avec nous, pour que nous puissions faire bénéficier le monde et notre propre nation? 3 critères importants. La gouvernance responsable est un élément clé qui fait que les politiques internationales ou la politique internationale qui se gère aujourd'hui avec la logique des multinationales que les intérêts économiques qui attirent
les puissances à pouvoir accepter à ce que les leurs aillent investir dans un pays comme ça, il faut alors que nous puissions mettre de l'ordre chez nous. Quelles sont les lois qui favorisent les meilleures conditions d'affaires? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place du point de vue taxes, impôts, création d'entreprises, assurance, gestion dans les domaines de l'administration publique? Moi, je suis un avocat d'affaires. J'assiste les milieux des affaires depuis que j'ai 25 ans. Je suis à la fois dedans et à l'extérieur. Je connais ce qui se passe avec les régies financières, avec les services des impôts. Depuis 20 ans, je suis dedans. Nous avons adopté la loi sur le WADA. Mais il faut va là où il y a le service de guichet unique pour avoir les RCCM. Regarde les conditions dans lesquelles travaillent ces gens. Mais quand un investisseur sérieux arrive dans un pays comme ça, il va dans cet endroit, et peut-il se dire que je peux investir dans ce pays? Que des opportunistes qui arrivent. Aucun homme d'affaires sérieux ne viendra tant que nous n'aurons pas mis en place des mécanismes qui feraient qu'on éloigne loin de nous la corruption au niveau de l'administration. Et malheureusement, cette corruption n'est pas la volonté de ces agents de l'administration. C'est le traitement qu'ils subissent de l'État. Comment voulez-vous qu'un agent des services de douane ou des impôts qui mobilise les recettes, qui va là où on puise le fonds pour l'intérêt de l'État, soit mal rémunéré? Et vous le trouvez avec un salaire de $400, mais il s'est construit un immeuble de $600 000, $1 million. D'où vient l'argent? Que fait le service des impôts pour savoir l'origine des enrichissements que moi j'appelle illicites? J'apprécie aujourd'hui que le chef de l'État ait inauguré cette affaire-là. J'espère que ça va avoir de la matière à l'intérieur. J'espère. J'espère. Ça veut dire que tant que nous ne serons pas capables de nous mettre devant les glaces, pour que nous puissions nous regarder nos tripes à nous, pour nous dire, sommes-nous des mercenaires sur notre propre nation, dans notre propre nation, ou nous voulons léguer un meilleur avenir à nos petits-enfants pour le meilleur? Question, parce qu'on est en direct, les questions commencent à pleuvoir maintenant. Nous avons opté pour la démocratie. À Sun City, on a dit la légitimité provient des urnes. Vous avez participé à l'organisation au sein de la CENI des élections. Question beaucoup plus directe. Est-ce que on développe un pays avec les élections? Question 1. Question 2. Est-il nécessaire pour nous de focaliser notre vie, la vie de la nation congolaise, autour des élections qu'on doit gagner à tout prix? Et c'est au détriment quelquefois des principes de base, des textes et même des institutions que nous sommes donnés nous-mêmes. Je me rappelle un jour, je lisais un ouvrage où un ancien président français disait « La démocratie, c'est un luxe pour l'Afrique ». Il s'appelait Jacques Chirac. Jacques Chirac n'a pas fait parler sa bouche sans réflexion. Il est de l'école de Gaulle. C'est un gaulliste, c'était un gaulliste. Très bien. Il a un parcours. Ils savent le prix de la démocratie. Ils ont une culture qui parle de l'éducation, de l'instruction, de la formation pour assumer les responsabilités politiques et réfléchir sur de la manière dont on devait appliquer ce que le savant français, le père de la démocratie, pensait de la démocratie, à comparer avec ce que pouvait dire un autre penseur que tout le monde lit de leur manière. Et je vous assure, Monsieur Jean-Marie, la démocratie, c'est un grand luxe pour l'Afrique. Mais nous nous sommes engagés à vivre les réalités mimétiques. Mimétiques. Oui. Le mimétisme, c'est cette manière de vouloir attendre que nous puissions faire comme les autres. Parce que le principe de droit veut que
chaque règle soit adaptée aux réalités de l'environnement où il va s'appliquer. Vous savez, j'ai lu un ouvrage, à chaque fois quand j'ai le temps libre, quand je lis Machiavel, et quand je me laisse écouter les commentaires de ceux qui ne l'ont pas lu, je comprends que Machiavel est compris dans le sens inverse. Machiavel dit, le prince, il met les principes, les règles, mais il est au service de son peuple. Mais les règles qu'il met en place, celui qui va passer outre ces règles va être sévèrement châtié. C'est de là qu'est né cet ordonnancement de mentalité occidentale qui s'est appliqué avec cette réalité démocratique et qui a pris du temps parce qu'avant qu'on arrive à cette démocratie à la française, il y a eu beaucoup de gens qu'on a guillotinés, et vous le savez très bien. Un jour, le président Kabila nous reçoit, pendant que je suis membre de la commission électorale, avec M. l'abbé Malou Malou. Il dit comme ça, « Monsieur l'abbé, je crois que vous avez besoin d'argent, c'est vrai. 360 millions de dollars, c'est énormément d'argent qui pouvait faciliter le développement de ce pays. Mais parce que nous nous sommes inscrits à la logique de la démocratie, voilà que cet argent qui devait servir la nation pour le développement dans le Maniema, parce que Gustave Omba parle du Maniema, que nous n'avons rien fait. Dans les Katanga, dans les Kasaï, tout cet argent sera jeté pour les élections, qui en réalité, après avoir gaspillé tout cet argent, le développement qu'attend la population n'arrivera pas. Est-ce que le peuple va se développer avec les élections? C'était ma question. Et vous le faites si bien, en l'imitant. Ben, je l'ai imité même. Hein? Absolument. Ben, je ne me suis pas rendu compte. Vous voyez, ça veut dire que parce que nous nous sommes inscrits sur cette réalité-là, faisons-la bien. Pourquoi faisons-la, je dis faisons-la bien. Oui. Pourquoi je dis faisons-la bien? Là où vous passez tous les jours, même en fermant les yeux, vous saurez que à la descente de mon appartement, j'ai 6 marches. Tu peux fermer les yeux, tu marches. Les 2 premières années, tu commettrais des erreurs, mais 5 ans après, tu marcheras aisément. J'en ai vu avec mon père qui était aveugle, qui est mort aveugle, mais ses habitudes, il n'avait plus besoin des cannes blanches. C'est question de volonté structurée pour arriver à cette démocratie, à une élection qui profite au peuple. Pas une élection où je veux me faire élire et me servir, moi. C'est la question que je posais. Pourquoi doit-on organiser des processus et on s'assure de tout, quelquefois en violant même les textes, en violant même les principes élémentaires, pourvu qu'on soit élu, au détriment, en quelque sorte, des intérêts ou de l'intérêt général? Non, c'est parce que une institution comme la Commission électorale nationale indépendante, de mon expérience, on n'amène pas de frétins. Il faut un background parce que la pression qu'il y a dedans, si on amène du n'importe quoi, vous allez vous attendre à des élections qui vont plaire à la volonté de ceux qui veulent dicter. Du maître? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est une grande école. Ce que je sais, c'est que c'est comme le think tank congolais, le café d'élite, c'est le cuve quand tu as la volonté d'apprendre. Surtout nous qui sommes venus de la politique où nous avons élaboré les lois. Mais là, je viens de cette boîte noire, cette chambre noire, où les politiques qui rayonnent ici, qui passent avec des cortèges
Nous savons comment, de quelle manière ils sont cuits dans cette casserole noire. Je suis sous serment, je ne veux pas aller trop sur cette question, mais j'aimerais que vous compreniez que parce que nous nous sommes inscrits dans une logique, quand nous avons élaboré la Constitution de la République démocratique du Congo, en commission PAJ qui était animée, présidée par Papa Mwando Simba, où j'étais membre, je représentais ma composante qui s'appelait Amelc. Je vis l'enjeu qu'il y a eu autour de l'élaboration de cette Constitution. Le plagiat qui pouvait se faire sans pour autant tenir la réalité de notre pays. L'élite, aujourd'hui, que nous représentons, nous voulons y apporter la nouvelle touche. C'est un challenge que nous voulons apporter. Cette nouvelle touche va nous amener effectivement à rendre maintenant notre pays compétitif et un autre regard va être porté sur l'avenir du Congo. Je m'explique. Mais, je m'explique. Expliquez-vous. Tu as vu le nombre de voyages que le chef de l'État a réalisé? Suffisamment. Tu as vu un investisseur sérieux venir dans ce pays-là? Le mandat est fini. Tu sais ce que le monde dit. Moi-même, j'ai été reçu en Allemagne, au niveau du CDU. J'étais au congrès du CDU. Je me suis retrouvé avec les hommes d'affaires affiliés au CDU. J'ai été reçu au plus haut niveau avec un grand nombre d'hommes d'affaires, avec un ministre qui avait la charge des questions de commerce extérieur. Ce monsieur, c'est un député congolais. Son pays, ça a beaucoup d'opportunités. Le Congo, c'est un pays de l'avenir. On ne vous conseille pas d'y aller maintenant. CDU. Vous étiez à Stuttgart. J'ai été dans beaucoup de grands salons à la conférence internationale. Oui, le Congo, c'est un pays d'avenir, mais j'étais au sommet de G20, G20 à Pittsburgh, à Pennsylvania. J'étais au sommet de G8, au sommet de G20, 3 Africains. Les enjeux environnementaux. La place du Congo. Ce que le monde attendait du Congo. Qu'est-ce que le Congo gagne face à tout ça? J'ai préparé Copenhague. J'ai été dans le technique de Copenhague. J'étais membre de la commission environnement. Je suis revenu ici, j'ai dit, voilà, on va à Copenhague, monsieur le ministre de l'Environnement, je vais vous organiser 2 petits rendez-vous importants pour le Congo. Pas plus loin qu'hier. Le président français était ici. Il est venu parler masse forêt, il est venu parler la forêt. En a-t-il parlé au Congo parce que la grande masse forestière, c'est le Congo-Kinshasa. On en a fait allusion. C'est le Congo qui est l'obstacle de faire vivre son bonheur et le bonheur à son peuple. Ce qui nous amène à dire, il faut que les dirigeants se remettent en cause. Qu'on y mette du sérieux. Par où viendra le renouvellement de la classe politique? Est-ce que c'est une question d'âge ou une question d'école? C'est une question d'école qui, malheureusement, dans cette belle école, il y a eu plus d'étudiants qui étaient dans l'école buissonnière. Beaucoup de ceux qui pouvaient apprendre, ils sont venus juste pour résoudre le problème de ventre. Ils n'ont pas d'idéal. Moi, on m'a dit ici... Les consommateurs. Il y a quelqu'un qui me dit, Gustave, c'est pas toi qui vas changer ce pays. Oui. J'en meurs. Ça me tue. Quelle opportunité on n'a pas eu de pouvoir prendre des millions et aller s'acheter des appartements à Dubaï et vivre avec son cigare à la main et ça foutre du sort du Congo. Mais on s'est dit, on n'a que ça comme nation. N'ai jamais trahi le Congo. Mouzé est mort pour cette nation. Moukoulou Etienne Tshisekedi, il a sacrifié l'avenir de l'éducation de ses enfants pour cette nation. Et quand vous arrivez, vous devez également faire de sorte que vous puissiez sacrifier votre vie pour cette nation. Une gestion responsable.
sans complaisance. Une nation avec une justice juste, avec les conditions de gestion de l'administration responsables, avec des lois qui doivent être adaptées à l'évolution du monde parce que le Congo a un destin multinational. Le Congo, c'est un pays qui doit être compris comme étant un pays du monde et non pas un pays d'un monde. Là, nous vivons un Congo d'un monde, d'un club de gens qui se servent de leur propre pays au détriment de leurs propres frères. Où est-ce que vous allez amener vos millions? J'ai un exemple très simple. Quand je vois Obiangema, quand je vois Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'on le fait vivre avec tout l'aura, toute la dimension qu'il a, pour tout ce qu'il a pu investir à l'étranger. Et pourquoi les gens n'apprennent pas tout ça? Mais pour apprendre tout ça, il faut être d'une école. Il faut appartenir à une école. Et il faut avoir le cœur pour sa nation. Qui va? Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de cœur pour les nations. Mais c'est une leçon qui pouvait permettre à tous ces derniers de pouvoir se dire nous devons faire de sorte que ces pays-là soient utiles. Jean-Marie, je vous donne un exemple très simple. Moi, je suis un élu de plusieurs années, plusieurs législatures d'un territoire qui s'appelle Punya dans le Maniema. Je vous ai dit un jour, M. Jean-Marie, mais les 5 chantiers, c'est... On vient de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé. Mais cette population-là vit dans la misère indescriptible, une zone qui a tout ce qu'il faut, infrastructure, électricité, tout est là. Mais tout s'émeurt tous les jours parce que le Congo n'a aucune vision de la politique rurale. Les zones qui étaient déjà comme Kolwezi, comme Kambove, s'émeurent. C'est devenu la zone des Chinois qui s'amènent avec des dragues, qui prennent les minéraux, qui détruisent les routes, qui prennent tout ce qu'ils veulent, ils partent. L'État n'y existe pas. Question. Si hier, cette même cause a été, au regard de la gestion d'hier, nous avons eu trop de critiques à ce niveau. Devons-nous vivre encore les mêmes critiques aujourd'hui? Nous devons changer, n'est-ce pas? C'est ça l'objectif de Café d'Élite. Nous voulons révolutionner la vision de la gouvernance responsable. Que le pays soit mis sur des planifications à court, à moyen et à long terme. Que sera le Congo, que sera Punya de 2030? Les ressources minières sont en train d'être creusées. Aucune plantation n'est en train de remplacer cet endroit. Le Chinois va partir, on lui pose la question, il dit c'est Kinshasa qui m'a donné le papier. Les meilleures réserves que nous avons là-bas, c'est des gens qui s'amènent, ils veulent s'en approprier. Qui sont-ils? On ne sait pas. Qui les a attribués le papier? On ne sait pas. Aimons-nous cette nation? Les cafés d'élite réfléchissent sur ce genre de questions. Alors, qu'est-ce que nous voulons devenir? Nous voulons être ce cuve de savoir qui est disponible à apporter de réflexions matures, mûres, à ceux qui ont la charge au quotidien de la gestion de la République. J'étais en train de suivre le tout dernier passage du président français ici. Oui. Je suivis les échanges que le président de mon pays a eu avec son hôte. Mais je suis resté avec un arrière-goût d'insatisfaction. Pourquoi? Parce que du moment où le président français a commencé à pouvoir faire de la provocation qui était bien, un scénario bien présenté par un journaliste qui lui pose la question sur une question aussi éphémère, qui est liée à notre souveraineté, dont on n'avait même pas besoin que ça fasse un débat. Parce que les questions liées aux élections, c'est une question de souveraineté. On n'a pas besoin d'apprendre la vie d'un ministre des Affaires étrangères français à son temps, parce qu'il n'était pas avec nous à la commission électorale quand nous avons rendu ces résultats. Oui. Aussi, c'est nous qui étions sur le terrain, nous avons redonné les résultats tels que nous les avons reçus.
Nous avons eu un président qui a été... Nous avons donné un résultat provisoire. La Cour constitutionnelle a donné un résultat définitif qui ne peut en aucun cas faire objet de débat. Alors pourquoi on est accroché? S'il vous plaît. Pourquoi est-on accroché? S'il vous plaît. À un avis extérieur? Un avis extérieur, on s'en était accroché parce que ceux qui devaient préparer le chef à procéder à faire une communication objective dans les pays des hommes normaux, il y a ce qu'on appelle échange d'informations sur la communication officielle des chefs d'État. Ça se passe comme ça dans tous les protocoles d'État professionnels. Mais vous avez vu comment la tendance a commencé. Jusqu'à ce que le président français est arrivé il a outrepassé. Moi, j'étais là en me disant, mais je vais entrer dans la bouche du chef de l'État pour lui dire deux choses. Dis à ces présidents français qu'en 1994, le génocide rwandais, eux, ils étaient au Rwanda dans une opération qu'on appelait turquoise. Voilà l'importance de s'entourer avec une diplomatie ou des diplomates qui connaissent l'histoire antérieure d'une nation. Parce qu'au nom de la continuité de l'État, personne, les affaires étrangères, n'a pas préparé le chef de l'État à toutes les éventualités, plan A, plan B, plan C. Je n'accuse pas, mais c'est une critique d'élite. 1994, le président, la France jouant un rôle influençant... La France de Mitterrand. La France de Mitterrand jouant un rôle des relations bilatérales entre le Rwanda et la France. Une équipe d'armée française sur le sol rwandais. Le génocide, nous suivons l'histoire. Le génocide s'est commis au Rwanda. La force Tutsi de Kagame avec sa bande prend de la suprématie sur la force Hutu. Après avoir massacré leurs propres frères, au nom de l'humanité, on demande au Congo, au Zaïre, d'ouvrir les corridors humanitaires. Contradiction entre le Premier ministre Kengo et Mobutu à ce sujet. Mais Mobutu dit, Balobito Fongola, laisse. Le calvaire du Congo commence avec l'accompagnement de la France au cœur de l'opération. Connaissez-vous les dégâts collatéraux de la présence de la France, ou je voulais dire de l'accompagnement de la France avec tous ces réfugiés, présumés réfugiés, parce que j'ai fait un travail de fin d'études autour de ça. Les droits des réfugiés, la souveraineté de l'état d'accueil en droit international, cas des réfugiés rwandais, présumés réfugiés rwandais en République démocratique du Congo. Je fais une recherche très approfondie autour de ça. Je suis tombé sur des informations très importantes qui sont là aux archives du Palais de la Nation. Comment on appelle ça? La primature. Primature, ça c'est le travail de fin d'études que je fais quand j'étais en train de terminer mes études de droit, en droit international, mais aussi aux affaires étrangères. Qui ne sait pas que la France est à la base de ce qui s'est passé au Rwanda comme génocide, parce que le Rwandais venait de faire avaler ça à la France, ce qui fait que la France est aujourd'hui en train de courir en faveur du Rwanda et n'est pas capable de le condamner pour tous les crimes qui s'est commis au Congo. Monsieur Jean-Marie, vous réalisez les conséquences collatérales ou les dégâts collatéraux de la présence de tous ces milliers de personnes qui sont entrées sur le sol congolais. Nous avons un patrimoine mondial aujourd'hui, le parc, toute la biodiversité, les écoles, les infrastructures. Je crois que l'Allemagne a apporté un appui pour la réhabilitation de l'aéroport de Goma à l'époque de Kabila. Oui. Mais aujourd'hui, depuis que ce conflit a commencé, dans sa genèse qui était au cœur, la France. Nous sommes en train de découvrir aujourd'hui encore la France. Combien de morts il y a eu au Rwanda dans ces génocides? 800 000 morts. Quand le président français arrive au Rwanda, on l'amène où? Allez voir les têtes de ces gens. Mais nous sommes à 10 millions de morts. 10 fois plus. Pourquoi le protocole d'État, le ministère des Affaires étrangères n'a pas préparé que ces victimes qui sont encore vivants aujourd'hui soient également présentées devant le président français pour qu'il voie le degré d'atrocité de sa complicité avec le Rwanda pour amener le Congo à vivre un génocide que personne ne veut qu'on en parle. Je suis heureux qu'aujourd'hui le député européen commence à en parler. Les États-Unis a levé la voix.
La Grande-Bretagne a levé la voix. La France, sur notre sol, et nargue les autorités de mon pays en disant c'est à cause de votre incapacité, de votre manière... Terminons cette émission. Non, vous allez comprendre que je suis très ému quand je me rends compte que le président français quitte le sol congolais sans que le Congo ne puisse le faire porter cette responsabilité qui est indéniable. C'est flagrant. À qui la faute? À qui la faute? C'est la faute à l'élite. S'il vous plaît. Aux historiens. Non, à qui la faute? La faute. Aux diplomates. Non, non. À qui la faute? La faute incombe à la nation congolaise. Terminons par cette question de confiance. Parce que vous avez fait, nous avons fait une réflexion autour de nos manquements, autour de nos insuffisances. Vous avez esquissé des lueurs, renouvellement de la classe politique, une espèce d'autoflagellation qui ne dit pas son nom, mais moi je vais poser cette question et vous allez être bref. Et maintenant, on fait quoi? À horizon 2030, vous avez dit, on réfléchit sur le Congo de demain. Mais vous avez cette classe politique, cette jeunesse qui vous attend, cette opinion qui tangue. Et maintenant, Christophe Omba, on fait quoi? L'élite est en train de... Je crois que nous sommes en train d'arriver déjà au point culminant de pouvoir faire ce qu'on appelle la révolution d'élite. C'est pourquoi j'ai lancé un appel à tout celui qui a la passion pour le Congo. Révolution d'élite? Oui. C'est-à-dire? La révolution d'élite, moi j'appartiens à un parti politique. Je suis de l'UNC. Je ne parle pas ici au nom de mon parti. Mais si je trouve qu'au fond de la manière dont mon parti est en train de marcher, je serais en train d'apporter une révolution d'élite au sein pour que nous puissions être performants et atteindre un objectif qui ferait que demain, nous puissions léguer à la nation un parti qui apporterait un meilleur avenir à la nation. Ça veut dire l'élite aujourd'hui est appelée à s'identifier. Ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un diplôme, doctorat, thèse, que vous pouvez vous appeler élite. L'élite, c'est cette personne qui a la capacité d'apporter une critique objective en donnant des planifications claires et en faisant des projections pour que le focus dans un chronogramme précis puisse être réalisé. On aura relevé le défi que le Congo a besoin, d'où la nécessité, au regard du contexte actuel de notre pays, de créer une nouvelle classe politique. À défaut de ça, le Congo est sans avenir, on va nous le prendre, on va nous l'arracher comme ça. Ça ne sera pas le cas. Merci. Café d'élite, cadre de réflexion sur l'avenir de la nation. Vous avez compris que si vous prenez le temps de la réflexion, le temps de la concentration, au-delà de la consommation et au-delà des émotions, effectivement, le chemin sera balisé. Allez, venez nous rejoindre. On va réfléchir encore. À la prochaine fois.